Nouvelle semaine, nouvelle vidéo et quelle vidéo! Je te prépare la restauration d'un petit PureTech. Tu m'en diras des nouvelles. Il est encore temps de participer pour essayer de remporter cette magnifique Clio 4 intense, pas d'AdiBlue, très peu de kilomètres, 79 000 km. Elle est quasiment neuve, 1,5 litre DCI, le moteur increvable et bien évidemment full facture chez Renault. Que puis-je te dire de plus? Elle est vraiment irréprochable et surtout magnifique. En description de chaque vidéo, il y a 2 liens. Je pense que tu les connais. Le premier, c'est pour t'inscrire toi. Tu as un problème mécanique sur ton véhicule, pas de l'ordre de l'entretien. Attention, je ne suis pas là pour faire tes vidanges ou tes distributions sur un PureTech. Donc, premier lien pour t'inscrire toi directement avec une belle panne mécanique. Deuxième lien, le lien que je préfère, le lien où tu peux inscrire un de tes proches, de la famille, un copain qui est dans la mouise avec une grosse panne mécanique et qui n'a pas forcément les finances pour la réparer. Bien évidemment, ce proche n'est pas au courant de la facture à 0 € et toi, tu veux essayer de l'aider, essayer de mettre ton petit grain de sel, ta pierre à l'édifice en l'inscrivant. Et franchement, ça sera un très beau geste de ta part. Dans les 2 cas, un formulaire à remplir, une vidéo de présentation et surtout quelques pièces justificatives. Tu valides et après, tout se passe sur sélection. Bon allez, assez parlé. Je vois que tu veux absolument voir ce qui se passe derrière moi. Je vais te présenter le futur PureTech, le plus fiable au monde. Et tout ça, c'est sur la chaîne YouTube Les Dingueries du Nord. Bienvenue! Il y a quelques vidéos, je vous ai montré mon amour inconditionnel pour les moteurs 3 cylindres Peugeot Citroën, en gros Stellantis, le beau 1,2 litre PureTech. Eh bien, je peux vous annoncer aujourd'hui, très solennellement, que j'ai réalisé mon rêve. J'ai acheté un PureTech. Je vais tout expliquer sur la façon d'acheter ce véhicule, pourquoi je l'ai acheté, est-ce qu'il est en panne, dans quel état est-il extérieurement, intérieurement. Je vais te proposer de déjà regarder le kilométrage de ce véhicule. Allez bien. Alors, on est sur un véhicule qui a 172 384 km. Autrement dit, il a bien vécu, il n'a pas encore passé les 200 000. On est sur une version milieu de gamme, je dirais. On a les rétroélectriques, les 4 vitres électriques, régulateur, limiteur. On a la ventilation avec la climatisation automatique, avec le bel écran comme tu peux le voir ici. On est sur un 1,2 litre PureTech, 110 chevaux. Pour le coup, tu vois, autant toi derrière ton écran, tu achètes un véhicule pour peut-être un modèle particulier et ensuite un intérieur, un confort, des options bien particulières. Moi, j'achète un véhicule pour la panne du moteur. Donc on est sur un bel intérieur de 308 basique. Et puis quand tu sors, eh ben tu as un SW s'il te plaît. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé autre chose à ce prix-là. Je voulais pas mettre des millions d'euros dans un véhicule à retaper. Il est dans son jus. On voit en bas, on a des petites traces de frottement. Sinon, en carrosserie de ce côté-là, il est plutôt propre. On a des enjoliveurs, pas de jante alu. Bon, on va pas se mentir, les 4 pneus, ils sont rincés. Je n'ai pas non plus le toit panoramique. C'est là ce qui nous diffère un peu du haut de gamme des 308. À l'arrière du véhicule, on est sur le modèle avec SW, donc avec beaucoup de coffres. On a les radars de recul et puis un attelage qui peut toujours servir. Celui qui tire quelque chose avec un PureTech, franchement, lui il est fort. Je pense que le côté le plus abîmé, c'est celui que je vais te montrer tout de suite. C'est le latéral droit qui a un petit peu souffert. On a une porte qui est endommagée, le bas de caisse endommagé, l'aile arrière endommagée et le côté droit du pare-choc endommagé. Donc malheureusement, bon, ça sera à refaire ou non, je ne sais pas. De toute façon, c'est juste pour moi rouler avec. Ce que je vais te montrer pour l'instant en priorité, c'est ce pourquoi je l'ai acheté, ce fameux moteur 1 litre de PureTech. Rien qu'à l'idée d'ouvrir ce capot, ça m'émoustille, ça me donne des frissons. Regarde-moi. Waouh, ça c'est beau. On a un magnifique 1 litre de PureTech, 110 chevaux, donc à turbo, donc 3 cylindres comme tu le sais, avec une courroie baignée dans l'huile. Courroie, oh, elle me paraît pas si vieille que ça, franchement. Bon, le refroidissement est au mini et il y a pas mal de pièces qui sont à moitié démontées. Promis, c'est pas moi. Bon, ça a été déjà diagnostiqué à mon avis. Je vais pas vous mentir, je ne connais pas la panne. Je sais juste que quand on le démarre, il tourne pas sur ses 3 cylindres. Ce véhicule, je l'ai touché à un prix dérisoire, 1 500 €. Pourquoi? Parce que déjà, on a un véhicule première génération des 308-2. Donc forcément, bah, il y a d'autres modèles après qui coûtent un peu plus cher, etc. Donc ces modèles-là commencent à vraiment décoter. Deuxième chose, bah, il a dans son compartiment moteur un magnifique PureTech. Ça n'augmentera jamais la cote, malheureusement. Et puis surtout, le client voulait s'en débarrasser. Le moteur a un problème, donc PureTech, problème, véhicule qui a 172 000. Tout de suite, les 3 choses ne font pas bon ménage et le client s'est dit, waouh, je vais le mettre à un petit prix, comme ça va vite partir et je ne m'embête pas avec ça. Donc tout ça pour dire que je l'ai acheté 1 500 €, 172 000 km avec un problème moteur. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est le démarrer pour voir comment il tourne et puis si on a un voyant moteur, etc., etc. Allez, c'est parti. Contact.
Bon, il démarre pas déjà. La blague. Bah démarre. Bon, j'ai le moyen moteur d'allumer, ok. Mais je suis venu avec en roulant. Donc il tournait mal, il tournait sur 2 cylindres, mais il tournait. Ah! Ah! Enfin! C'est bon, il tient le ralenti. Allez, on regarde le moteur. Alors, regarde-moi ce tremblement. Ah, le ventilateur moteur se met en route. Sur ces véhicules assez récents, le ventilateur moteur, quand il se met en route vraiment en pleine charge, pleine puissance, ça signifie qu'on a un problème ou alors qu'on est en pleine régénération, par exemple sur un diesel. La régénération, c'est quand le FAP se régénère, donc rebrûle les particules fines pour les transformer en microparticules. Et pendant cette phase, le ventilateur moteur tourne à fond. Quand on arrête le véhicule et que la régénération est en cours, les ventilateurs vont rester allumés pendant un laps de temps. Autre possibilité aussi, c'est d'avoir un calculateur défectueux. Circuit interne dans le calculateur défectueux, ventilateur qui tourne à fond parce qu'il détecte un défaut. Et une autre possibilité comme on a aujourd'hui, si on a un problème moteur, un gros problème moteur, c'est-à-dire risque casse moteur, mais réellement, il nous manque un cylindre, une ratée de combustion ou plusieurs, le moteur se met en sécurité, le ventilateur se met à fond et on a typiquement cette situation. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'on a un moteur qui tourne sur 2 cylindres. Alors, faut pas le faire chez soi, c'est pas bien, mais je vais essayer de voir quel cylindre est défaillant. Je vais enlever le cylindre numéro 1. Celui-là il fonctionne. Cylindre numéro 2 et je pense que c'est celui-là. C'est un peu la maladie sur les PureTech, c'est le cylindre du milieu. Toujours celui-là qui claque en premier. Enfin souvent en tout cas. J'ai pas de différence. Donc c'est bien notre cylindre numéro 2. Bon c'est un numéro 3 juste par acquis de conscience mais normalement voilà. Donc on est bien sur notre cylindre numéro 2. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai hâte d'aller à l'atelier pour l'ouvrir. 172 000 km, on est dans le bon kilométrage pour ce type de panne. Je vais l'arrêter parce que je sens que là, il est dans une posture qu'il aime pas trop. Mon projet pour ce véhicule, c'est surtout pour le moteur. L'idée, c'est de faire en sorte de fiabiliser au maximum un PureTech. En gros, on va l'ouvrir, on va diagnostiquer déjà la panne actuelle aujourd'hui et après, dans l'idée, ça serait de remplacer les chemises par des plus costauds, des segments peut-être un peu plus larges, élargir les gorges des pistons, faire des segments sur mesure, des pistons peut-être sur mesure ou reprendre ceux-là s'ils sont pas abîmés et recreuser un peu pour élargir les gorges. Et après, bien évidemment, là-dessus aussi, on a des soupapes qui sont en manque d'étanchéité de temps en temps, donc bien refaire une étanchéité de la culasse, refaire les joints de queue de soupape, refaire vraiment une réflexion moteur, mais en fiabilisant en même temps. Tu l'as compris, l'idée c'est que ce moteur devienne le PureTech, le premier PureTech fiable au monde. Mais avant ça, je vais l'emmener à l'atelier, le rapporter à l'atelier parce que aujourd'hui il a une panne quand même, et j'aimerais bien savoir avant de démonter quelle est cette panne. Ça se trouve c'est juste une bougie. Donc je le ramène à l'atelier, on regarde ça, et puis après on démonte pour tout fiabiliser. Allez, c'est parti. Alors, hop, voilà le diagnostic. Le petit plomb BD, je mets le contact. Alors je vais éviter de démarrer, juste faire un scan complet. Cette valise, je l'utilise tous les jours. Elle est vraiment très facile d'utilisation et pour le coup, j'en suis vraiment très content. Donc là, je vais commencer par lui faire un bon scan de tout le véhicule pour voir un peu tous les défauts. Oh là là, il y a du défaut. Déjà, on va attendre que ça scanne, mais je trouve que cette valise pour les diagnostics et pour même les réparations, les programmations, elle est parfaite. Aujourd'hui, par exemple, je vais pouvoir checker chaque cylindre, chaque raté de combustion dans chaque cylindre. Regarder les tours moteurs, regarder la température de chaque élément, comme la boîte de vitesse, automatique quand elle l'est, comme le refroidissement, la température de l'air, la température d'air admission et d'air au débitmètre, qui n'est pas la même. Tous ces éléments-là sont très importants lors d'un diagnostic. Un diagnostic ne s'apparente pas juste à remplacer la pièce qui est en défaut. Par exemple, une sonde lambda, quand elle est en défaut, on n'est pas forcément sur une sonde défaillante. Le calculateur a reçu un signal de la sonde qui a envoyé une erreur. Alors l'erreur peut être court-circuit, circuit ouvert, chauffage de la sonde, qui voudrait dire que là, oui, la sonde est défaillante. Mais on peut avoir aussi des mauvaises valeurs, c'est-à-dire que la sonde détecte que les valeurs sont hors plage. Donc faut aller un peu plus loin, soit le catalyseur ne fait pas son job, soit on a une mauvaise combustion qui pourrait être à l'origine d'une bougie défaillante, une bobine qui s'allume mal, ou alors tout simplement un injecteur qui crache mal, ou un mauvais carburant par exemple. Donc là on a 19 systèmes trouvés, donc 19 calculateurs, et on a 48 codes défauts, rien que ça. Défaut du démarreur, je partirais du principe peut-être que en essayant de démarrer, en insistant sur le démarreur, ça a mis un défaut comme quoi le véhicule ne démarrait pas, donc le calculateur a détecté peut-être un défaut de démarreur, ce qui ne veut pas dire que le démarreur est mort. Oula! Voilà pourquoi tout à l'heure sur la place, elle ne voulait pas démarrer forcément. Signal du capteur de position d'arbre à cam d'échappement. Des déphaseurs qui sont peut-être soit
défaillant, soit le capteur qui capte la roue du déphaseur ne fonctionne plus correctement. Ah, le voilà! Combustion du cylindre numéro 2 et en dessous on a raté de combustion avec risque de destruction du catalyseur. Alimentation de la bobine du cylindre numéro 1, je l'ai débranché. Cylindre 3 et cylindre 2 aussi, je les ai débranchés aussi. Ça a remonté le défaut de circuit ouvert, donc forcément prise débranchée. Ensuite on a information angle volant en intermittent, donc potentiellement à un moment donné la bague qui est derrière le volant a déconné ou l'information n'a pas été transmise au calculateur. Et capteur de pression de suralimentation, bon j'ai envie de dire je vais pas m'atteler à tous ces défauts là pour l'instant. Là on est vraiment sur la partie moteur. Si on a un problème de combustion sur un cylindre, on peut potentiellement avoir des défauts qui se rattachent et qui arrivent sur la valise qui ne sont pas forcément en tort. Ce que je vais faire, hop, on va effacer tout de suite les défauts. Donc là les 48 défauts vont être effacés. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le test d'action, moteur arrêté, et déjà sans rien démonter, je vais pouvoir contrôler les injecteurs. Donc je vais activer une option qui va faire des petits clics-clics, qui va ouvrir l'injecteur, et à l'oreille on va entendre le petit bruit de l'injecteur, ce qui pourra potentiellement nous dire qu'il fonctionne et qu'il est alimenté. Et on va faire pareil avec les bobines. Allez, on y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler les 3 injecteurs. Pour ça, dans test d'action, je fais injecteur 1 et quand je vais appuyer sur début, je vais entendre un petit cliquetis si l'injecteur est piloté, donc il est alimenté, et surtout si l'injecteur fonctionne. Donc là, on entend bien le petit claquement de l'injecteur qui claque, qui s'ouvre et qui se ferme. Donc le numéro 1, on est bon. Numéro 2, donc là, potentiellement, si on a une panne, ça serait sur celui-là. Le claquement est bien régulier, il s'ouvre bien, il se ferme bien, donc ça, on est bon. Et le 3e injecteur. Déjà, ce que je peux écouter, ce que je peux entendre, c'est que l'injecteur numéro 2, il fait pas tout à fait le même bruit de claquement que le 1 et le 3. Donc potentiellement, peut-être qu'on a un problème d'injecteur. Mais il fonctionne, mais il est peut-être en partie bouché, ce qui pourrait nous laisser dire qu'on a une mauvaise combustion au cylindre numéro 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les bobines, je vais démonter les bougies et je vais prendre mes compressions et mettre un coup de caméra pour voir l'intérieur du cylindre et surtout l'état du piston. Sur une vidéo de PureTech, il y a un petit moment, j'ai eu un cylindre numéro 2, toujours celui-là. Le piston était fondu, mais fondu, et j'étais frustré parce que le client n'a pas voulu réparer. C'était un beau 2008, 80 000 km je crois, et j'ai pas eu la chance de voir par mes propres yeux l'état du piston. On voyait bien les segments qui longeaient le cylindre et le piston qui était complètement recroquevillé, vraiment fondu sur lui-même quoi. Allez, bobine. Donc pourquoi faire un diagnostic sur un moteur que je vais retaper? Tout simplement parce que là on a un moteur qui tourne sur 2 cylindres, d'accord? Autant ça peut être le piston, la segmentation ou des soupapes qui restent ouvertes. Autant ça peut être juste une bobine. Donc l'idée c'est quand même de diagnostiquer la panne pour pouvoir refaire le moteur et après ne pas avoir la même chose. Ne pas avoir le cylindre numéro 2 qui est défaillant. Bon, les bobines pour l'instant sont en bon état. Cylindre numéro 2, oh un peu... État des bougies visuellement d'extérieur. Cylindre numéro 3. On est bon, côté distribution. Cylindre numéro 2, déjà la bougie elle est pas belle. Elle est rouillée, elle est un peu vert de gris et tout. Et cylindre numéro 1, elle est un peu huileuse, elle est un peu grasse. Cylindre numéro 3, on a un filetage qui est graissé. Une bougie qui est pas toute neuve, ça c'est certain. On voit bien là, on a un peu de cramé. Et je peux voir que le milieu de la bougie, il est pas forcément centré par rapport au contour. Je pense qu'elle est un peu usée celle-ci. La deuxième... Oula. Bizarre ça. Pendant un certain temps, je pense que la bobine était retirée parce qu'elle est vachement rouillée quand même. Au niveau de l'empreinte de la clé, c'est ouvert. On a toute la bougie qui est bien huilée, même un peu trop à mon goût. Et là, ce que je peux voir par contre, c'est la partie qui va dans le cylindre. Elle est pleine d'huile. Et là, je commence à me dire, ça va être intéressant parce que ça pourrait potentiellement être une grosse fuite d'huile, une grosse perte d'huile dans ce cylindre-là. Et dernièrement, on a l'électrode. On doit avoir un écart très minime, on va dire. Et là, on a quasiment le double de l'écart standard. Alors déjà que c'est pas des bougies qui sont en très bon état, mais là on a un écart quand même énorme. C'est normal que la bougie ne fasse pas une belle étincelle. Et la troisième, oula. Bon, alors là, elle est pleine d'huile. Par contre, on voit bien que c'est noir au niveau de la partie qui va dans le cylindre. C'est bien noir, donc une combustion peut-être un peu trop enrichie. Donc là, je vais mettre la caméra dedans et c'est le moment que j'attends depuis le début. Là, j'ai acheté ce véhicule parce qu'il était en panne. J'ai acheté ce véhicule parce qu'il avait un cylindre numéro 2, celui du milieu,
où c'est le plus courant, qui ne fonctionnait plus. Donc j'espère quand même avoir un peu de spectacle et voir un piston déglingué ou quelque chose dans ce cylindre qui m'émoustille un peu. Alors, je vais mettre ma caméra ici. Cylindre numéro 3. Bon, le piston il est propre, pour le coup il est très propre. Ah, là j'ai une petite trace là. C'est quoi, c'est fêlé ou c'est juste une trace Ça m'a l'air d'être de l'huile. Cette trace elle m'inquiète là. Ça pourrait être une petite filure dans le piston et donc ça laisse passer de l'huile. Pourtant là c'est bizarre parce qu'on est sur le cylindre quand même où en théorie il n'y a pas de problème et la bougie c'est celle des trois qui est la plus propre. Donc bizarre. Après sinon la chemise on voit bien le passage du rodoir. C'est beau hein. Bon, ce côté-là on est pas mal. Ce côté-là aussi. Là c'est pareil, il y a des traces un peu... Mais bon, rien de bien grave à mon avis. Sur ce côté-là, on est pas mal. Hop, je vais faire la même chose sur les deux autres cylindres. Alors, cylindre numéro 1. Ah oui, on va pas se leurrer. Je vais garder le meilleur pour la fin. Cylindre numéro 1. Donc le cylindre numéro 1, on a la bougie pour rappel qui est plein d'huile. Oh mais la bougie elle est fêlée. Oh là là. Comme quoi les bougies sont vraiment pas neuves. Hein. Parce que là toute la bougie, elle est toute fissurée partout là. Ça se trouve c'est juste un problème de bougie. Bon vu l'état de l'huile qu'il y a un peu partout, je pense pas. Mais bon, déjà on voit bien le puits là. Il est plein d'huile. Il y a de l'huile partout. J'ai peur pour le cylindre. Oh là là, l'état du piston. Là pour le coup il est gorgé d'huile. Oh là là, il est tout mouillé d'huile. On voit bien, à mon avis, la segmentation sur celui-là, elle est pas belle. Hein, on voit bien que c'est noir. Là, on a un marquage ici, là. Bon, là, on n'a pas vraiment un beau piston. Hein. Là, c'est marrant parce que là, mon piston est en bas, forcément. Donc là, au premier plan, on peut voir, c'est une soupape. C'est une soupape qui est ouverte, a priori. On voit bien l'endroit où elle se pose, la surface où elle se pose sur le siège de soupape. Et on peut voir un petit bout là de calamine sur le côté, là, blanc. Et après, ici, voilà. Là, on a bien ici une trace suspecte. À mon avis, le piston, il commençait soit à fondre, soit c'est un dépôt d'huile, mais c'est vraiment très bizarre. On dirait que le piston est vraiment déformé à cet endroit-là. Mais bon, dans tous les cas, comme on peut le voir, il est vraiment plein d'huile. Il y a des dépôts d'huile partout. Donc là, ici, on ne devait pas avoir une bonne combustion. De toute façon, quand je vois l'état de la bougie, c'est pas beau à voir. Et on arrive au moment le plus important, le deuxième cylindre. Le piston, le cylindre où on a un problème. Est-ce qu'on va avoir un cylindre défectueux? Oula. Ouh. Oh, ça brille. Je sais pas si tu vois déjà, ça brille. Ça veut dire que c'est plein d'huile, je dirais. Ou alors de carburant. Pour l'instant, il n'y a rien de bien de folichon. À part qu'il est plein de... Oh, je suis limite déçu. Il est pas abîmé le piston. Ah, moi, je voulais vraiment un truc déglingué. Moi, je voulais vraiment un piston marqué, quelque chose, quoi. Là, on peut voir quand même que le piston de ce côté-là, on verra au démontage, je pense, mais là, a priori, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, ça serait juste peut-être potentiellement une segmentation. Je pense que dedans, c'est de l'essence. Forcément, on a tiré sur le véhicule alors qu'il n'y a pas de combustion. Donc, bah, l'essence reste et crachée. Donc, l'injecteur, potentiellement, fonctionne. Donc, j'inverse les bougies et les bobines pour voir un petit peu si la panne bouge de cylindre ou pas. Après on redémarre, je détecte quel cylindre est en cause et je pourrai avoir ma panne. Allez go! Et ces deux-là, je les échange. Allez, un coup de démarreur. Déjà au cylindre numéro 2, on a quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je reprends la valise, je refais calculateur moteur. Raté de combustion, cylindre 1. Cylindre 1, c'est la bougie. Donc là, clairement, si je remets une bougie neuve, le moteur tourne parfaitement bien. J'ai réussi à avoir un véhicule qui avait 177 000 km à 1 500 € pour une bougie. C'est fou ou pas? Pour confirmer que c'est bien le cylindre numéro 1, je vais débrancher le cylindre en question et normalement, on ne devrait pas avoir de changement de régime. C'est une bougie qui est défaillante. Quand j'ai acheté le véhicule, j'ai dit au propriétaire mon projet de restaurer ce PureTech et surtout de le fiabiliser. Quand il va voir que c'est une bougie qui est défaillante, je crois qu'il va être vert. Avant de remettre des bougies neuves, parce que dans tous les cas, je suis obligé de redémonter bobine et bougie, je vais prendre mes compressions sur chaque cylindre pour pouvoir analyser combien il y a de barres de compression dans les cylindres, voir si on n'a pas de problème, parce que en fin de compte, si on n'a pas assez de compression sur un cylindre, ça peut prématurément nous détériorer une bougie. Ça fait une mauvaise combustion, donc forcément trop pauvre ou trop riche, pas assez de compression et ça fond la bougie en général. On peut le voir à l'œil nu, mais bon, on sait jamais. Hop, alors.
Compressiomètre, un tuyau qui va se brancher à la place de la bougie et après un manomètre qui va nous donner la pression qu'il y a dans le cylindre. Alors je vais commencer par le cylindre numéro 3. Alors pourquoi depuis tout à l'heure je fais le numéro 3? Tout simplement parce que moi c'est 1, 2, 3 et en fin de compte PSA c'est côté volomoteur c'est le 1, 2 et 3. Alors sur les 1 litre de PureTech 82 chevaux on est censé avoir entre 11 et 12 bars. Sur les 110 chevaux et 130 on est censé avoir les normes c'est 10 bars, 10 bars 5. Donc on va aller checker ça tout de suite. Cylindre numéro 3 c'est parti, coup de démarreur et on va voir à combien ça monte. Contact, démarrage. Déjà 3 bougies démontées. On a un seul cylindre où il y a de la compression, tout simplement parce qu'il y a un seul cylindre où le puits de bougie est bouché par le manomètre. Donc ça, c'est normal. Donc au cylindre numéro 3, le premier cylindre en fait en face de moi, on est à 10,4 de pression, donc 10,4 bars. Donc ça, on est parfait. Je défais et je mets sur le deuxième où je rappelle on a notre problème. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être intéressant parce qu'on va entendre le moteur tourner avec la compression qui va aller sur le deuxième cylindre vu que c'est le seul qui est bouché. Est-ce qu'on va entendre la même puissance de compression? Déjà, juste moi d'ici en place conducteur, je vais pouvoir entendre déjà si on a la compression et si on a la même compression que sur le cylindre numéro 3. Ah! Pour moi, il y a de la compression. Alors, oh bah c'est même mieux que le cylindre numéro 3. On est à 10,6 bars de pression. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur un problème d'ordre de bougie et pas du tout sur un problème de compression. Enfin, là, franchement, si les 3 cylindres ont la bonne pression et que le vendeur a vendu son véhicule juste pour une bougie d'allumage, je serais vert. Alors, attention. On a de la compression. Après, là, je sais pas, ça a l'air d'être un peu... Ah, si! Oh là là! 11 bars de pression! 11 bars de pression dans le cylindre côté volant moteur, donc le premier cylindre. Bah, je dois dire, je suis étonné. Je suis un peu dégoûté même, parce que le PureTech, bah, il a rien. Il a pas grand-chose. On a, au niveau des compressions moteurs, on a de très bonnes compressions. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que sur Stellantis, je sais pas si c'est pour ces moteurs-là qu'on a créé cet outil, il y a le compressiomètre et il y a l'outil d'étanchéité des soupapes, l'étanchéité des moteurs, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, on met le cylindre, le piston vraiment en haut, on souffle dans un tuyau à la place de la bougie, on met une certaine pression et si la pression reste, bah, le cylindre est étanche. Si la pression diminue très rapidement, le cylindre n'est pas étanche. On peut très bien être bon en compression et ne pas être bon en étanchéité moteur. Là, pour le coup, pour moi, c'est pas les compressions le problème, c'est une bougie. Donc, je remplace les bougies et enfin, on démarre. Maxopièce m'a livré 3 bougies d'allumage en speed pour que je puisse essayer directement. Ah là déjà, rien à voir avec ce qu'on avait tout à l'heure. Là, ce qu'on peut voir surtout, c'est l'écart entre la vieille bougie et sur la neuve. Il est franchement 2 fois plus petit l'écart. Donc là, on a forcément avec la bougie, la vieille bougie, une mauvaise étincelle, ce qui se répercute sur la combustion et ce qui nous donne de l'essence qui est enflammée, mais pas correctement. Pour info, je ne mets pas de graisse tout de suite sur les bougies, pas d'huile. Pourquoi? Parce que je vais les retirer dans 2 minutes vu qu'on va démonter le moteur. Il est enfin l'heure de voir si c'est bien la bougie qui est défectueuse. Hop là! Alors, suspense! Magique! Magnifique! Hallucinant! Une bougie! Une bougie! Et il tourne super bien! Clairement, une bougie, c'est 25 €, d'accord? On a 75 € de bougie parce qu'on fait les 3. Mais la panne, il y avait une bougie. Donc, 75 € plus, allez, un petit remplacement, on va dire 10 ou 12 €. Ça fait moins de 100 € pour la réparation de ce PureTech. C'est une chose. Allez, avec le Diag, on va dire 200 € en tout. Je l'ai acheté 1005 pour un véhicule qui vaut aujourd'hui dans les 4-5 000 €. Donc là, je pourrais m'arrêter là, je remonte tout et je revends le véhicule. Bon, je fais un peu de carrosserie parce qu'elle est un peu abîmée, mais je peux le revendre et me faire une marge de malade au final. Bon, certes, c'est un PureTech. L'idée de le démarrer sur ces 3 cylindres convenablement, c'était aussi bien pour voir la panne d'aujourd'hui, donc là, notre bougie. C'était aussi pour voir, dans un fonctionnement normal, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes autour. L'idée, c'est de démonter une fois et une seule fois, de réparer et de remettre dedans. C'est pas de démonter, remonter, mince, j'ai un problème, je redémonte. Non, c'est pas la peine. Donc là, ce que je peux entendre, c'est qu'il tourne
comme une horloge. Je vais le couper, faire quand même une vérification que j'aurais dû faire depuis le début. Regarder mon niveau d'huile et surtout regarder l'état de ma courroie de distribution. Donc du coup, hop, lecture des codes défauts, bien évidemment pour voir si on a toujours la ratée de combustion. J'avais tout effacé au préalable et là on peut voir que moi j'ai le calculateur moteur qui est toujours en niveau sécurité permanent. Et sinon, tout le reste n'est pas revenu. Ça veut dire que là on a vraiment un véhicule qui tourne aux petits oignons et aux petits oignons d'un PureTech. On va faire en sorte qu'il tourne aux petits oignons à ma manière. Mais pour l'instant, il tourne vraiment nickel et on n'a plus de problème. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, niveau jauge à huile. Hop. Donc là, niveau d'huile, on est entre le mini et le maxi. Pile poil entre le mini et le maxi. Donc on est bon. Et au niveau de la courroie, hop. Oh, la courroie, elle est belle, hein. Elle est jolie. D'aspect comme ça, les dents sont un peu abîmées, je dirais, mais le dessus n'est pas craquelé. En tout cas, c'est bien lisse. Ce qui laisse stipuler que la courroie a déjà été faite et potentiellement que le véhicule est quand même entretenu, a quand même été entretenu avant que je l'achète. J'ai trouvé des factures dans la boîte à gants. Effectivement, une belle facture de Peugeot à 1500 €. Donc déjà là, je suis obligé de regarder parce que je me dis 1500 €, il y a potentiellement beaucoup de choses qui ont été remplacées. Et là donc le véhicule arrivé en panne à 129 000 km en 2022. Véhicule arrivé en panne par assistance, ne freine plus. Participation commerciale partielle, ok. Ah, je comprends mieux pourquoi le prix de la facture parce que j'étais en train de me dire waouh. Donc ça a été pris en charge par Peugeot. Pièces et main d'œuvre à 50%. Et donc on a recherche de panne, etc. Pompe à huile moteur, électrovanne pompe à huile, pompe à vide mécanique, courroie de distribution, carter, vis devant moteur, vis de mécanisme embrayage, ok. Courroie de pompe à eau, courroie commande accessoire, donc courroie d'accessoires, des joints toriques, filtre à huile moteur bien évidemment, ok, goupille, nettoyant frein. Ah, l'huile de boîte à 129 000. Donc j'avais bien raison qu'elle n'est pas d'origine, mais elle n'est pas toute neuve non plus. Et depuis après, j'ai rien vu d'autre en grosse facture. Vidange filtre, avec combien de kilomètres là? 1 litre de THP, c'est un PureTech, c'est ouais. 146 000 km. 146 000, donc là on a de la 0,30 dedans. En mai 2023, 2400 €. Oula, ça m'intéresse. 2400 €. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour 2400 €? C'est une facture ou une estimation déjà? C'est un devis, ok. Guide buté, tout ça. Oh, ça voudrait dire potentiellement qu'on a... Et c'était quand ça? En 2022. Si, en 2022, donc avant l'intervention, donc c'est n'importe quoi. En gros, voilà, on a une grosse facture de chez Peugeot qui stipule qu'on a déjà eu courroie et pompe à huile, pompe à vide, beaucoup de choses qui ont été remplacées dessus. On est bon pour partir pour un bon démontage moteur-boîte, d'enlever le faisceau, les durites qui raccordent le moteur au bloc de la caisse et ensuite descendre le moteur, descendre la boîte, enlever la boîte et pouvoir voir enfin ce beau moteur, ce beau bloc de 1 litre de PureTech. Comme c'est un véhicule que je connais pas, que je viens d'acheter, je vais vérifier tous les jeux en démontant. Comme ça, si j'ai un triangle ou une rotule à faire, je peux la faire avant de tout remonter et d'aller faire un essai routier. Bon voilà, ce que je peux voir, les plaquettes sont pas très vieilles, les disques non plus. Plus j'avance, plus je me dis la voiture elle est neuve. Cylindre bloc, bon un peu craquelé mais 3 fois rien. C'est sec, amortisseur, les caches poussières sont nickel, ça fuit pas, les ressorts sont en bon état, pas cassés, flexible de frein parfait, pas la moindre usure en vue, tout est bien accroché, il y a un peu de boue partout, elle a dû rouler dans la terre je pense, mais franchement pour le coup pour l'instant, niveau véhicule mécaniquement et train roulant, on est pas mal. On va aller checker maintenant de l'autre côté. À mon avis, disques et plaquettes, ils ont été remplacés il n'y a pas très longtemps. Et possiblement les flexibles aussi, parce que là, ils sont vraiment irréprochables. Ils n'ont pas 10 ans, ceux-là, hein, ça c'est sûr. Là, je suis plutôt content. Pour l'instant, que de bonnes nouvelles. Sauf notre cylindre qui est nickel, mais niveau train avant, tu vois là, hop, caoutchouc, nickel. Pas de fuite, rien. Allez, je vais enlever les pare-boues, cardan, et puis je vais vidanger ma boîte, et puis on va commencer à s'activer pour descendre ce moteur. L'huile de boîte, elle n'est pas toute neuve, mais elle est encore relativement translucide, elle est assez jolie.
Là, ce qui est bien sur ce modèle-là, c'est que tout est plug and play. C'est-à-dire qu'il y a des prises partout, tu vois, là, c'est les prises du faisceau moteur qui sont reliées à la caisse directement, donc au faisceau de la caisse et de l'habitacle. Et en fin de compte, j'ai pas l'utilité aujourd'hui de retirer mon faisceau moteur dans le compartiment. Je le retirerai par terre de visu quand le moteur sera posé et que je pourrai tourner autour sans chercher avec des glaces la prise, le loquet et tout de la petite cosse à enlever. Donc ça, je trouve ça super bien pour le coup. Donc là, ici, ce côté-là, on est bon. Je vais m'atteler en dessous, l'échappement, les deux petites durites ici et puis faire de la place avec le filtre à air derrière. Et puis après, on sera pas mal. Franchement, ça va être relativement rapide de descendre ce moteur. Magique! Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant je vais le dépouiller entièrement, l'admission, et catalyseur, échappement, tout retirer la boîte de vitesse pour qu'on ait le bloc nu, complètement nu, et qu'on puisse le déculasser pour pouvoir intervenir sur les chemises, les pistons, etc. etc. Bon, une fois que je me suis mis en bonne condition sur le pont directement pour dépouiller un petit peu ce moteur, un petit peu c'est un bien grand mot, faut vraiment qu'il soit nu, que le moteur soit brut de chez brut pour que je puisse ensuite déculasser, inspecter un petit peu parce que je suis un curieux, et puis après on ira directement chez Compiègne Rectif pour faire une grosse remise à neuf du bloc avec surtout des matériaux bien plus qualitatifs que ceux d'origine. Alors là je vais commencer directement comme sur un joint de culasse, je vais enlever côté par côté. Donc là je vais enlever déjà tout le faisceau en faisant bien attention bien évidemment où passe chaque faisceau, chaque prise, tu vois là. Il va falloir que moi je me souvienne que cette prise là elle vient ici, ça pas trop de mal, mais que la courbure du faisceau vient juste derrière là pour ressortir après. Pourquoi ne pas avoir fait un truc tout droit? Ben sûrement parce qu'il y a un élément qui est autour, qui passe à côté, et pour éviter que ça bouge dans tous les sens ou pour éviter que l'élément touche le faisceau, ils ont mis un clips ici. Donc celui-là, il est important. Là, tu vois, il est bouffé ici. Il est un peu bouffé là. Donc c'est qu'il frotte encore quelque part avec les vibrations. Et c'est ce qui fait que on a là une durite qui est toute bouffée. Donc ça sera à réparer avant de remonter. Il y a une couche de calamine dans le collecteur, c'est hallucinant. Ces moteurs-là, ils sont réputés pour s'encrasser au niveau des soupapes d'admission. Effectivement, les soupapes sont très encrassées. Oh là là, oui. Oh là là, elles sont noires de calamine. C'est bizarre parce que ça fait vraiment des blocs de calamine. Et ces blocs, de temps en temps, je pense qu'ils se détachent comme une falaise et ils vont dans le cylindre. Parce que là, on voit qu'il manque un bon bout. Le bloc de calamine, il est autour de la soupape. Et là, il est cassé. On voit bien que sur la partie avant, il n'y a plus rien. Et par rapport à côté, où là, ça fait vraiment tout le tour. Oh là là, le gros champignon qu'il y a là, sur la soupape, elles sont bien dégueulasses. Hein. Ouais. Et ça, c'est l'admission, c'est pas l'échappement. Comme quoi là, il consommait un petit peu d'huile quand même. On a de l'huile ici, on le voit. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a vraiment deux cylindres qui sont vraiment beaucoup plus encrassés que le troisième. Côté distribution, on est vraiment sur un truc, un conduit à moitié propre, à moitié sale. Les autres, ils sont vraiment tout noirs, quoi. C'est hallucinant. La courroie, elle n'est pas toute récente, mais elle n'est pas vieille non plus. En gros, on a encore les écritures sur la courroie, et de l'autre côté, les dents, elles sont un petit peu légèrement marquées, mais bon, rien de plus. Ce qui stipule notre facture de plusieurs milliers d'euros pour la courroie et tout un tas de pièces à côté. Alors, alternateur, la poulie débrayable fonctionne bien, aucun point dur, ça c'est un bon point. Elle est un petit peu marquée là, mais la courroie de pompe à eau, elle est complètement neuve. On voit bien que là, c'est très très récent. Mais ici, il y a un petit pet. Pour le coup, je pense, comme c'est une courroie où il n'y a pas de tendeur, c'est une courroie élastique, je pense que c'est un coup de tournevis ici. Ah ouais, c'est sûr. Je vous donnerai au remontage une technique pour la remettre sans y aller forcément avec un tournevis et sans l'endommager. Ouf. Oh, le roulement de la pompe à eau, il est bruyant.
La pompe, elle a un petit peu de jeu. Ça sera à remplacer, bien évidemment. La courroie, j'en mettrai une neuve parce qu'elle a un star. Ensuite, là, je vais retirer mon tendeur, mon compresseur de clim. Compresseur de clim, c'est pareil, pas de point dur, tout est nickel. Là, on voit sur cette partie-là du moteur, c'est très noir. C'est pas de l'huile, c'est pas de noir d'huile. On dirait que c'est des gaz d'échappement ou un truc comme ça. C'est vraiment poussiéreux, noir, quoi. Là, on a de l'huile qui a coulé un petit peu. Et peut-être avec la poussière, etc. Ça nous a fait des petites particules comme ça à surveiller. Putain, il est dur. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis vert. Je viens de casser l'alternateur. Je suis deg parce que là, il est complètement cassé, donc il est mort. Je suis vert parce que je me suis posé la question, est-ce que je l'enlève cette prise? Est-ce que je l'enlève pas? C'est le plus batterie de mon alternateur. Donc techniquement, vu que j'ai le faisceau ici, je suis pas obligé de l'enlever. Mais, par professionnalisme, je voulais enlever le plus pour gratter la cosse, voir s'il y avait pas un peu de verre de gris, si elle était propre, et surtout si la surface de l'alternateur était nickel aussi pour pouvoir avoir un bon contact et un alternateur qui recharge convenablement la batterie. Et là, mon tort, c'est que, bah voilà, quand je dis des fois, touche pas à ça, petit con, bah putain, je suis dégoûté, ça va me coûter un alternateur en plus. Ça, c'était pas prévu. Et là, en plus, du coup, j'y vais au pétard. Oh! Je sais pas quel est l'idiot qui a serré ça, mais il est bien serré en tout cas. Là, j'ai pas trop endommagé la prise, ça va. Je suis un peu dégoûté. Mais je suis dégoûté là. Mon alternateur est défoncé. Bon, point positif quand même dans cette histoire, c'est que vu comment il était noir, le cuivre à l'intérieur il est tout noir, un bon nettoyage aurait pu être suffisant. Mais bon, là au moins je repartirai avec un alternateur neuf. Je suis dégoûté quand même. Je vais extraire tout de suite l'écrou. Je suis vert. Je suis dégoûté. Oh là là, en plus la prise elle est propre. Tout est nickel. J'aurais même pas eu besoin de l'enlever. Mais bon, par acquis de conscience, il faut quand même aller jusqu'au bout des choses. Dégoûté parce que bah, la pièce, tout est cassé quoi. Ça va me coûter un alternateur. Allez, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Donc là, il faut que j'enlève turbo, catalyseur, toute la partie au-dessus, c'est-à-dire les bobines, les bougies, la pompe, la rampe, tout ce qu'il y a vraiment au-dessus. Mon faisceau. Allez, c'est parti. Pas de jeu dans le volant moteur. Là en rotation c'est normal. Moi ce que je peux voir c'est que le volant moteur il est de mars 2022. Donc il n'est pas très vieux. Il a été remplacé 10 ans après la mise en circulation du véhicule à peu près. Donc potentiellement on peut peut-être espérer qu'on ait un embrayage qui soit en bon état. On va aller regarder tout ça tout de suite. Donc là la butée, aucun jeu, aucun bruit. La fourchette pareil elle est intacte. Le guide de butée lui parfait. Il est un petit peu marqué, c'est des traces qui commençaient d'usure, mais pour le coup, il est pas creusé, donc c'est parfait. Donc ça, on n'aura pas besoin de le remplacer. La queue de boîte, elle a pas de jeu, rien. Elle tourne bien, elle est bien libre. Si je démonte l'embrayage et qu'il est en bon état, eh ben, je vais faire des économies parce que j'aurai pas besoin forcément de le remplacer. Oh là là, il est vraiment impeccable, irréprochable. Là, je vais faire la même chose avec le volant moteur, je vais le retirer et comme ça, on verra vraiment le bloc derrière. Alors là, il me reste le bocage soupape, donc le couvre-culasse, les capteurs. Oula, c'est quoi ça? Il y a un capteur qui est pas serré. Oh là là, punaise. Heureusement que j'ai démonté le moteur et que je l'inspecte et que surtout mon envie est de le refaire parce que sinon bah, je serais peut-être potentiellement passé à côté de ça. Et cette vis qui a été prise de travers, donc le filetage bah, il est mort. La vis, elle, je pense qu'elle est intacte, on va voir à quel point ça l'a endommagé. Mais en tout cas, le capteur, lui, il bouge dans tous les sens. Donc là, je comprends mieux pourquoi j'ai des défauts de déphaseur. Je pensais que c'était une batterie faible ou un truc comme ça. Sauf que là, bah non, le capteur, lui, il saute, il se met dans sa position la plus haute possible pour lui. Et puis du coup, le capteur ne capte plus la cible de l'arbre à cam. Donc ça nous met un défaut et un moteur qui tourne très mal, qui tourne avec un déphaseur qui est déréglé. Donc là, je vais essayer quand même
de démonter mon capteur. Le capteur n'a pas l'air endommagé. Par contre, il n'y a plus de joint. Le filetage de la vis a résisté, il n'est pas endommagé. Il faudra le gratter un peu pour enlever les impuretés. Et là, il y a un filetage entier à refaire. La personne qui a fait ça n'est pas si débile non plus que ça, parce qu'en clair, il aurait continué à forcer, soit ça aurait pété la vis, soit ça aurait fêlé la partie ici. Donc du coup, après, irrattrapable, il faut changer toute la demi-culasse. Donc là, j'ai un filetage à refaire, un joint à remettre autour du capteur, et un grand merci au professionnel qui me l'a vendu, même si c'était dans l'état. La moindre des choses, c'est de stipuler un petit peu, voilà, moi quand je vends un véhicule dans l'état, en général, j'essaye de dire à l'acheteur ce que j'ai fait, ce que j'ai peut-être potentiellement cassé, en gros pour que l'acheteur soit en connaissance de cause de tous les éléments qui sont bon état, moins bon état ou même cassés. Hop, donc je m'attelle maintenant à la pompe à injection sur un essence nouvelle génération. Nous avons de l'injection directe, donc c'est l'injection commande rail. Donc on a le rail ici et on a les 3 injecteurs qui vont directement dans la culasse comme sur un diesel. On n'est plus sur de l'injection indirecte où les 3 injecteurs propulsent des petites pressions d'essence et vont directement propulser dans le collecteur d'admission. Là on est vraiment dans le cylindre directement. Et donc pour nous mettre une bonne pression sur l'aiguille de l'injecteur et dans l'injecteur, on a besoin d'une pompe qui va pomper pour faire une surpression. Cette pompe, elle se trouve ici. C'est cette toute petite chose là, cette toute petite pièce. Alors les injecteurs, ils sont un peu crades, mais ils sont en bon état. On l'a vu lors du test, le véhicule tourne. Donc on est sûr que les injecteurs sont bons et fonctionnent correctement. Donc il faudra remplacer les joints bien évidemment. Et puis bien les nettoyer. Et après, c'est reparti. Deuxième capteur, on a bien un joint torique. Un joint torique vert. Donc ça, par contre, ça m'inquiète un peu. Où est-il, le joint de l'autre capteur? Est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il a été perdu? Donc il va falloir bien inspecter à l'intérieur pour voir si je retrouve pas des joints. Ou alors peut-être qu'il est descendu en bas et qu'il est dans la crépine. Donc ça, on est bon. Ensuite, il me reste la pompe à vide. Je sais pas si tu te rends compte, mais là, on est en train de refaire entièrement un moteur 1,2 litre PureTech. Ça veut dire que après, quand j'aurai tout refait, j'aurai un moteur fiable et neuf surtout. Hop, parfait. Tous les joints seront changés. Oh, alors là, je vois un truc. Oh là 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 là, j'ai peur. Donc là, j'ai un peu peur parce que ce que je vois là, c'est que j'ai une petite bordure ici, d'accord? Ce qui laisse stipuler qu'on n'est pas bien aligné. Je sais pas si tu te souviens, sur la vidéo du joint de culasse du 308 1 litre de PureTech, pour remettre le couvre-culasse, j'avais spécifié qu'il fallait mettre un forêt de 10 pour vraiment avoir la culasse et le couvre-culasse bien alignés. Et là, quand je vois le petit déport ici, plus le trou où je peux voir la culasse en dessous, à mon avis, je suis pas bien aligné. Ce qui veut dire potentiellement que les arbres à cam ne sont pas en position initiale pour ce moteur. Ce qui veut dire que le couvre-culasse, vu qu'il est décalé, il tient pas au même endroit. On va peut-être avoir des surprises en démontant. Par exemple, un arbre à cam qui s'use prématurément ou la partie intérieure du couvre-culasse ou de la culasse qui s'use prématurément aussi. Ah ouais, non mais il y a rien qui est en face. Oh là là. Et là, pour le coup, on voit que ça a été fait parce qu'il y a de la pâte à joint et ça, c'est pas d'origine. Donc encore une fois, ça a été bidouillé, je pense, et on a une belle courroie de distrib, donc je vais pas la remplacer. C'est une blague, bien évidemment. Même la cadreuse, elle est là. Oh, tu vas pas remplacer la courroie de distribution sur un PureTech alors que tu la démontes. Ça me sidère quand je vois l'écart qu'il y a entre la culasse et le couvre-culasse. C'est hallucinant. Bon, je pense qu'il est enfin temps de démonter cette courroie et surtout de retirer ce couvre-culasse, la culasse, pour voir l'intérieur du moteur. J'avais une idée, c'est que ce PureTech, vu que ça sera le meilleur du monde, peut-être potentiellement je vais le remettre dans le 308, je vais rouler un peu avec et après je vais essayer de le mettre peut-être, on ne sait pas, dans tout un tas de différents véhicules comme un tracteur tondeuse, comme un Fenwick. Alors, les cams, elles sont dans un état irréprochable. Pas la moindre usure sur les cams qui permettent d'ouvrir et de fermer les soupapes. C'est à cet endroit-là que les arbres à cam s'abîment et le passage d'huile se fait pas correctement si on décale le couvre-culasse. Mais là, pour le coup, je pense que vu que ça a été fait très récemment, ça n'a pas eu le temps d'endommager plus que ça
Non, le couvre-culasse était par là. Parce que s'il avait été dans l'autre sens, il aurait touché l'arbre ici et ici. Donc là, pour le coup, ça aurait poncé. Ça aurait fait une force entre l'arbre à cam et le couvre-culasse. Alors, il me reste à enlever ma courroie de distribution, la belle courroie de PureTech, les deux arbres à cam, et après, je vais atteindre mes vis de culasse. Ah, j'ai une très bonne nouvelle. On a le joint ici. Le joint qui nous manquait tout à l'heure sur le capteur. Et ben il est juste tombé dedans. Hop. Oula. Alors ça c'est typique une panne qui peut arriver dans le futur si on laisse ces petites particules là. Ça c'est des bouts de courroie qui se logent sur toutes les pièces internes, dont sur les électrovannes. Donc là on a des filtres, il y a de l'huile qui va dedans et ça sert à gérer les déphaseurs. Ça fera l'objet d'une vidéo bien détaillée prochainement. Sur ces moteurs PureTech, il faut une douille spécifique. C'est un torx inversé de 12, mais en très fin pour pouvoir aller entre les différents éléments de la culasse. Si t'as pas cette douille, tu démontes pas ta culasse. Hop, alors là je vais essayer de tenir le moteur. C'est pas tellement serré, hein. Donc là je desserre pas tout d'un coup, je fais progressivement pour que la culasse ne se déforme pas. Ça c'est très important. Donc un quart par un quart à peu près. Et là on arrive aux vis. Où sur celle de Pierre, j'ai cassé celle-ci là, donc je vais y faire attention. On va y aller mollo. Oh. Putain, les vis elles sont même pas graissées, rien que dalle, elles sont sèches. Et là après on recommence, et là on peut vraiment desserrer. Elles sont toutes hyper sèches les vis. Il n'y a rien. Il n'y a pas une goutte d'huile. C'est pas graissé. C'est limite si c'est monté à sec. C'est hallucinant. Ah, ça a une odeur. C'est très bizarre. Ah, je sais pas si c'est les protections qu'ils mettent dessus sur les filettages ou quoi. Ou l'alliage, mais ça a une odeur très particulière. C'est bizarre. Très bizarre. Là, c'est le moment de voir si on a réellement des soupapes vraiment encrassé en dessous, un cylindre et surtout le piston dans quel état? Est-ce qu'il est tout noir d'encrassement? Est-ce qu'il est fêlé une microfilure? Est-ce qu'on a des chemises qui sont marquées, qui sont ovalisées? On va le savoir tout de suite. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Il n'y a rien du tout. En tout cas, les pistons sont pas endommagés. Les pistons sont dans un état irréprochable. Regarde-moi ça. Bon, il y a de la saleté parce qu'il y a de la poussière qui est passée dedans. Le piston bouge un peu, c'est normal. C'est la partie segment qui a un peu de jeu. Bah, franchement, il me paraît pas trop mal. Je suis deg. Il a rien le PureTech. J'aurais mis une bougie, un filetage sur le capteur et hop, c'était reparti, je pouvais le rouler avec tranquillement. Ah, il y a un peu de trace par contre de refroidissement ici, soit une chauffe, soit ça fait un peu comme de la pâte et c'est bizarre, c'est que sur ce cylindre là. Alors maintenant que c'est déculassé, je vais tranquillement enlever les derniers éléments comme le carter inférieur pour pouvoir vraiment travailler sur le vilebrequin, les pistons, les segments, etc. Et puis après, on va déposer le vilebrequin, déposer les bielles, les pistons, les soupapes. En fait, on va vraiment le mettre à nu. L'idée aujourd'hui, c'est de fiabiliser le PureTech. Comment je vais le fiabiliser? Donc je vais enlever les chemises, en mettre des plus costauds. Parce que là, on n'est pas vraiment sur de la qualité, entre guillemets. Je suis pas en train de critiquer le PureTech, mais on est sur des chemises qui sont pas assez résistantes pour faire des centaines de millions de kilomètres. Je vais mettre des pistons, normalement d'origine. Je vais voir s'il est possible d'agrandir un peu les gorges des segments et de mettre des segments sur mesure qui soient un peu plus larges pour que justement le piston, quand il monte et il descend dans son cylindre, fasse moins cet effet d'aller à droite et à gauche.
d'ovaliser du coup le cylindre et surtout qu'il fasse une bonne étanchéité sur du long terme. Pour l'instant, je vais me rendre réellement le moteur nu. Je vais enlever la pompe à eau, le carter et tout pour pouvoir l'emmener chez quelqu'un que vous appréciez beaucoup, André de chez Compiègne Rectif, où ensemble nous allons déchemiser, rechemiser et tout ça en vidéo. Donc c'est de l'alésage à l'état pur et ça c'est vraiment exceptionnel. Allez, c'est parti. Ah, la pompe à eau, elle avait un petit bruit quand même, un petit jeu au roulement. Hein. Léger, mais il y avait un petit jeu. Notre fameuse crépine, qui est dans un état irréprochable. Je n'ai rien à lui redire, il n'y a pas un seul petit bout de courroie, rien du tout. C'est juste magnifique déjà. Là, je crois que j'avais jamais vu ça avant. À tous les mécanos, dites-moi si vous faites comme ça. Mais là, je suis choqué. On va regarder ça tout de suite. Ici, on a un joint torique qui sert à l'étanchéité de la pompe à huile sur le support du carter qui est là où il y a le filtre à huile. Je frotte pas, hein, justement exprès. Et là, ce que je peux voir ici, c'est qu'on a du joint, de la pâte à joint en plus. Sauf que cette pâte à joint, si elle bouche le conduit, la lubrification, zéro. Deuxième chose, si la pâte à joint se décolle et va dans le conduit, ça risque de boucher des éléments au-dessus. En gros, je t'explique. La pompe à huile qui est ici, elle pompe l'huile par la crépine qui est là. Ça circule dans la pompe à huile. Si je tourne le pignon de la pompe à huile, forcément, ça coule là. Une fois que l'huile est filtrée par le filtre, elle ressort par ce trou-là et va dans tout le moteur. En gros, cette pâte à joint, si elle va dans le trou, elle va dans le filtre. Potentiellement, elle peut aussi boucher une partie du filtre. Et si elle arrive à ressortir du filtre, va pouvoir nous endommager les conduits annexes. Donc, lubrification moindre et donc, au bout d'un moment, tu serres ton moteur. Dis-moi en commentaire si tu fais ce genre de choses, de mettre de la pâte à joint sur ce type de circuit. On peut en mettre sur d'autres. Mais là, niveau circuit d'huile, je pense qu'il faut vraiment clean, quoi. Faut pas laisser passer ce genre de choses. Ça, c'est un truc à péter le moteur pour 3 fois rien. Et ben voilà. Là, on a le vilebrequin. Je vais pas tout te montrer tout de suite parce que je vais direct filer chez Compiègne Rectif. Et avec André, on va tout démonter. Donc, on va pouvoir te faire vraiment une explication aux petits oignons. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode de la fiabilisation de ce 308 PureTech. C'est un projet qui va se réaliser sur plusieurs épisodes et tu l'as bien compris, la fiabilisation du pire moteur au monde ne se fait pas en 2 semaines. Et là, je reviens une dernière fois sur cette belle Renault Clio. Il te reste jusqu'à ce soir minuit et pas 1 minute de plus pour tenter de remporter cette magnifique Clio. Tu achètes le beau t-shirt du concours sur le site lesdingueriesdunord.com et j'appellerai le gagnant la semaine prochaine directement. Tout sera filmé, vous aurez dans quelques semaines le résultat avec le gagnant qui viendra récupérer au garage la belle Clio. Donc n'hésite plus, ce soir minuit, dernier délai. N'oublie pas de t'abonner, objectif 100K pour juillet. On arrive dans moins de 2 mois, on est en juillet et on est à 72 ou 73 000 abonnés. Je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées. Alors si c'est pas encore fait, abonne-toi. Et n'oublie pas de mettre la petite cloche si t'as pas envie de louper les épisodes du PureTech qui suivront dans quelques temps. Tout ceci étant dit, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao. Stop. Et là on arrêtera le son pour faire style que je suis un magicien. Mais j'en suis pas. Genre je vais aller là-bas, il va se couper. C'est mieux. Magicien. Dans les 2 cas, un formulaire à remplir. Dans les deux cas, une vidéo à remplir et un formulaire descriptif. Dans les deux cas, formulaire. Dans les deux cas. Je vais sortir un rap à ma parole. Dans les 2 cas, un formulaire à remplir et une vidéo descriptive. C'est tout. One shot. One shot au bout de 100 shots. Un PureTech dans une Porsche 911. Un PureTech dans une Audi TT MK1. Un PureTech dans une BX. Un PureTech dans une Twingo, c'est pas folichon, ça fait pas rêver. Ah, j'adore les PureTech. À chaque fois, ça me fait un effet comme ça.
C'était le truc des gosses là. Comment ils font là? Tac tac, tac tac. Toutou, toutou, toutou. Moi c'est plus. Ah ouais, Macarena, mana 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 mana.